Aujourd'hui, le thème du Depsys Café, ce sera utiliser les données Smart Grid pour gérer le réseau électrique. Moi, je suis Émilie Zermatten, je suis Technical Account Manager chez Depsys. Je m'occupe de la partie technique des projets chez les clients. Ouais, et moi, donc, je suis Damien Wetterwald et puis je suis en charge de tout ce qui est analytique au niveau du business développement et aussi analytique au niveau de nos données grid eye. Donc pendant ce Depsys Café, on va discuter, donc comme dit, des données Smart Grid pour gérer le réseau électrique. Si vous avez des questions ou des remarques, faut pas hésiter à participer à la discussion. Si vous regardez en bas de votre écran, vous avez un petit Q&A ou questions-réponses si vous avez Zoom en français. Ça vous permet de nous poser des questions et de participer à cette discussion. On est d'accord, le but c'est d'être interactif et puis de discuter un peu de différents sujets qu'on a préparés, mais aussi d'entendre un peu les commentaires des différentes personnes. Le thème, justement, c'est comment utiliser ces données Smart Grid pour gérer le réseau électrique. Donc, en règle générale, on parle beaucoup de big data en ce moment, surtout dans les réseaux électriques, et de l'importance de recueillir les données sur le réseau. Mais les questions, c'est vraiment comment recueillir ces données et comment faire bien, comment recueillir les bonnes données pour pouvoir gérer le réseau au mieux. Ouais, je pense que c'est un sujet déjà qui commence, enfin si on commence un peu de manière générique, ce sujet donné, c'est pas un sujet qui est que au niveau des GRD. Et ce qu'on peut voir chez les GRD et qui s'est passé aussi dans d'autres industries, c'est le concept de digitaliser, c'est d'avoir le plus de données possible. Donc ça génère des grosses quantités de données. Bon, par contre, ça implique d'avoir pas mal de coûts, de ressources pour maintenir tout ça. Mais sauf qu'à la fin, c'est pas forcément utile si on ne se pose pas les bonnes questions et pour essayer d'en tirer la bonne valeur ajoutée. Donc, en particulier, donc une statistique qui vient d'Accenture, c'est que on a 11% des exécutifs aujourd'hui qui pensent que 80% de leurs données IoT, donc objets connectés, ne sont pas utilisés. Donc, ce qui représente quand même beaucoup de choses. Et ce qu'on peut remarquer au fait, c'est que centraliser beaucoup de données en se disant peut-être qu'on en fera quelque chose un jour, ça a ses avantages d'un point de vue si ce jour-ci on a besoin d'historique, mais en même temps, si ça ne crée pas de valeur, ça peut tuer les initiatives et ça peut d'une certaine manière, enfin comment dire, éviter. Donc les GRD vont devoir un peu se reposer des questions par rapport à cette stratégie un petit peu big data s'il n'y a pas du tout de valeur ajoutée et que par contre on voit les coûts augmenter de manière assez forte. Donc ces cas d'usage sont à réfléchir en amont. Ouais, ça, c'est ce qu'on voit aussi souvent chez des clients. Ils ont tendance à se dire, bon voilà, on veut digitaliser et du coup, ils recueillent toutes les données qu'ils peuvent et après, ils ne savent pas vraiment quoi en faire. Et c'est là que nous, chez Depsys, on pense que l'approche de Edge Computing a des avantages. Donc, ce qu'on a, c'est que d'un côté, on a un appareil de mesure très précis qui mesure le signal à une fréquence de 52 kHz, mais qui ensuite va l'agréger en des données de 10 minutes. Et nous, de l'autre côté, on a la plateforme qui va stocker uniquement les données agrégées 10 minutes, qui ont déjà été traitées, qui ont déjà été plausibilisées par l'appareil. Donc en fait, on a cette donnée, disons, moins précise qu'on stocke sur un plus long terme. Et en cas de besoin précis, on a toujours la possibilité d'aller rechercher les données plus détaillées de l'appareil. Mais sur le long terme, la donnée va stocker uniquement les données 10 minutes. Et ça permet vraiment de pouvoir avoir à la fois une bonne visibilité du réseau rapidement, mais sans devoir effectuer déjà trop d'efforts d'agrégation ou de traitement des données, parce que c'est quelque chose qui se fait automatiquement. Et ça permet quand même, de l'autre côté, de garder vraiment la précision nécessaire. Donc, au cas où on doit vraiment aller voir la forme d'onde très précise, on peut toujours aller la rechercher sur l'appareil. C'est vrai que c'est une approche intéressante. Tu peux rappeler, Émilie, donc qu'est-ce que tu disais en termes de données? C'est 52 kHz, donc Oui, 52 000 exact. données par Mhm. seconde. Oui. D'accord. Ok. Donc vraiment, on a vraiment la forme d'onde très précise en cas de besoin, mais sur ce qu'on va stocker à long terme, c'est quelque chose de beaucoup plus agrégé pour avoir vraiment que les données utiles et pas avoir des quantités énormes de données stockées pour rien, en fait. Hmm. Et c'est vrai que ça me fait penser un petit peu ce point en fait qu'on a développé en interne maintenant il y a
environ 1 an et demi et qu'on publie tous les trimestres au fait au GRD. C'est ce qu'on appelle le health check. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'au fait, c'est, je pense, en effet, un premier cas d'utilisation qui est assez intéressant, qui fait que toutes les données finalement qu'on récupère sont utilisées. Donc, le health check, concrètement, on visualise l'état du réseau sur un PDF qui peut être distribué à différents niveaux de l'entreprise. Donc, ça permet d'avoir un aperçu global. Mais en même temps, on peut voir les événements qui s'y passent. Donc, c'est-à-dire que quand il y a des événements, on sait qu'on veut de la donnée qui est plus granulaire. Et par rapport à ces événements-là, on peut regarder ce qui s'est passé précisément autour de cet événement pour essayer simplement de qualifier l'événement. Ouais, alors ça, on remarque que, donc, comme tu dis, ça fait maintenant 1 an et demi qu'on utilise ces health checks. On voit que c'est très apprécié chez les RGRD. Donc, comme tu dis, ça s'adresse d'un côté aux équipes opérationnelles qui utilisent aussi la plateforme RIDA et aussi les données, mais aussi la direction d'entreprise qui a peut-être moins le temps d'aller vraiment voir des données précises sur la plateforme. Donc, ces personnes-là, ça leur permet vraiment d'avoir une information en un coup d'œil sur l'ensemble de leur réseau et savoir quels sont les points un peu plus Hmm. précis. Et on a des retours concrets de ces personnes au groupe exécutif? Oui, alors ce qu'ils aiment bien généralement, c'est que on regarde plusieurs données. On regarde la tension, la charge, les événements de tension, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, à la fois, on va regarder des valeurs moyennes. Par exemple, tension et charge, on donne des valeurs moyennes sur le réseau par jour, par semaine. Mais on va aussi faire ressortir les 5 points pour la tension, les 5 points ou les 10 points les plus éloignés de leur valeur nominale, donc les points les plus sensibles, on va dire. Ou alors, au niveau des courants, les 10 points qui ont les plus hauts courants et qui sont un peu plus critiques. Donc, ces personnes, généralement, ce qu'ils nous disent, c'est que ça leur permet, sans devoir perdre du temps, on va dire, à devoir aller chercher l'information eux-mêmes, ça leur permet immédiatement de voir, OK, sur ces points-là, peut-être qu'il faut que j'aille voir un peu plus en détail parce que peut-être que ça peut devenir critique dans les années qui viennent si on augmente, par exemple, la génération par le photovoltaïque à cet endroit-là, typiquement. Hmm. Ok. C'est vrai que donc quand on parle des événements, on parle des événements donc des événements de qualité de tension, c'est ça? Donc on parle des événements un peu au niveau du réseau, mais aussi des événements de qualité de tension. C'est vrai que c'est intéressant de mettre en avant ce point-là. Donc le, on sait que en Europe, c'est la norme EN 50-160 au fait. Donc ces rapports au fait qui permettent d'évaluer la qualité de tension au niveau de la distribution. Euh, Ce qu'on peut voir, au fait, c'est donc cette utilisation de la donnée par les gridailles pour générer ces rapports. Ça permet au fait au GRD de devenir un petit peu plus, d'avoir une relation un peu plus professionnelle vis-à-vis de certains de leurs clients. Donc, on peut penser à toutes ces grosses industries qui ont besoin d'une qualité de tension vraiment contrôlée et qui ont du coup euh, une quantité d'équipements pour valider cette qualité de tension et pour la corriger au cas où. Euh, le fait que quand il y a un problème de qualité de tension dans la distribution, ils viennent vers le GRD pour dire ah ben on a un problème qu'on a remarqué grâce à notre appareil, etc., etc. Si le GRD revient ensuite vers cette personne en disant ah ben alors attendez, on va mettre un point de mesure et puis on vous dit une fois qu'on a récolté une semaine de données, puis qu'on a fait l'analyse pendant 2 semaines, donc on revient vers vous dans 3 semaines pour essayer de regarder un petit peu ce qu'il en est. C'est sûr que maintenant, avec le GridEye, le fait d'avoir ce rapport, parce qu'on a 2 mois de données historiques, le fait d'avoir ce rapport au fait seulement sur un clic de bouton sur la plateforme, c'est quelque chose qui permet d'avoir une relation et de montrer de se montrer un petit peu plus professionnel au fait vis-à-vis de ces industriels. Oui, ça, on voit que c'est assez apprécié. Donc, et ça, c'est aussi, on parlait tout à l'heure de l'edge computing. Donc, ça, c'est aussi, ça montre un exemple de edge computing. Donc, on a ces données de 10 minutes qui sont stockées, qu'on regarde. Et puis, si on voit qu'on n'a pas des bonnes données au niveau de la qualité de l'attention, on peut aller vraiment chercher des données beaucoup plus précises sur l'appareil pour aller générer automatiquement ce rapport selon la norme EN 50-160. Donc, ça permet vraiment d'aller faire des analyses plus poussées en cas de besoin. Donc, comme tu disais, souvent, on a vu justement cet exemple de points précis où
où il y a peut-être un client final qui va se plaindre d'une mauvaise qualité de tension. Et là, au lieu de devoir aller se déplacer sur place, mettre un appareil, ils vont pouvoir aller chercher des données historiques et puis aller faire un rapport sur justement ces données passées. Et ça permet vraiment d'aller chercher les données au moment où le client a eu un problème. Parce que des fois, le problème, ça peut être très ponctuel. Et puis, si on va placer un appareil les semaines qui suivent, ce problème va pas forcément revenir. Donc, on ne pourra pas forcément l'observer. D'accord. Et est-ce que tu as en tête aussi d'autres applications, enfin, par rapport à cette donnée? Alors, on a toutes sortes de données. Justement, là, on a parlé de HealthCheck, qui est vraiment une visualisation large. On a parlé de EN5060, qui est vraiment beaucoup plus précis sur une semaine de données. Et par exemple, ce qu'on fait aussi, c'est que utiliser les données à plus long terme. Donc, à plus long terme, ça aide vraiment à la planification du réseau. Donc, on a nos données 10 minutes qui nous permettent vraiment d'aller voir ce qui se passe sur le moment sur la plateforme. Mais si on les stocke à long terme, tout ça, ça peut être utilisé aussi pour les planifications. Donc là, la plupart des GRD à qui on parle, ils nous disent que généralement, ce qu'ils font pour planifier, c'est qu'ils font des simulations. Donc, ils simulent tout leur réseau, ils simulent peut-être une augmentation du photovoltaïque, mais ils prennent toujours le pire cas, on va dire. Donc, si on a une production maximale dans le cas du photovoltaïque, avec pas du tout de consommation. Et ça, on remarque que ça arrive quasiment jamais en fait sur le réseau. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que avec les vraies données historiques, on peut vraiment voir ce qui s'est réellement passé sur le réseau et voir si on a de la marge ou pas par rapport à la charge. Donc, typiquement, si par exemple on planifie des travaux, on doit ajouter une grosse consommation à un endroit précis sur un court terme, on va pouvoir voir si on peut se permettre, avec les données des mois passés ou les données des années précédentes à la même période, on va vraiment pouvoir voir si on peut se permettre d'ajouter une grosse charge en plus ou pas à cet endroit-là. Et pareil, lors de nouvelles installations photovoltaïques, ça nous permet vraiment de voir la charge réelle. Et à encore plus long terme, ça peut aussi aider pour décider lors de changement d'assets. Donc, si on veut vraiment dimensionner le réseau futur au plus près de la réalité et voir vraiment faire des prévisions vraiment basées sur ce qu'on voit réellement, c'est mieux d'utiliser des vraies données de mesure sur le terrain plutôt que d'aller faire des simulations qui vont toujours prendre le pire cas, on va dire. Hmm. C'est vrai que quand on réfléchit un petit peu le processus aujourd'hui au niveau des GRD, donc qui est enfin qui a été basé par le passé sur du surdimensionnement, c'est vrai qu'après, avec les différents changements et la transition énergétique, c'est important d'avoir de la visibilité au fait sur le réseau pour comprendre vraiment ce qui se passe au fait. Est-ce qu'on a encore la marge qu'il faut pour réussir et puis pour aider au fait à cette transition énergétique, ou alors est-ce qu'on est simplement en train de vivre sur ce surdimensionnement passé et cette marge qu'on avait est en train d'une certaine manière, mourir à petit feu. Donc c'est vrai que là, c'est intéressant de voir que la digitalisation peut aider sur sur ce point-là. Je ne sais pas si quelqu'un dans l'audience a une opinion ou une question, ce qu'ils en pensent par rapport à ça. Typiquement, si vous faites partie d'un GRD, peut-être c'est des choses que vous observez par rapport au changement sur votre réseau. Mais bon, n'hésitez pas si jamais à poser aussi des questions un peu plus tard, si jamais sur le sujet. Donc oui, et nous, effectivement, on se base surtout sur des discussions en fait qu'on a eues. Et c'est vrai que qu'on a souvent eu cette discussion de dire, ben voilà, on a toujours un peu surdimensionné par rapport aux prévisions qu'on faisait. Mais le fait d'avoir vraiment ces vraies données, ça aide à beaucoup mieux gérer. Et on voit qu'il y a des zones, surtout en Suisse et en Europe, en général, c'est souvent un peu surdimensionné. Donc, on a des endroits où on a vraiment énormément de marge pour installer, par exemple, plus de photovoltaïque. Mais on a d'autres endroits où, par contre, on voit vraiment qu'il commence à avoir de la pression. Donc, de plus en plus d'installations photovoltaïques. Maintenant, on parle aussi de plus en plus de la pression des stations de charge. Et typiquement, tout à l'heure, quand on parlait du health check, là, sur le dernier health check qu'on a envoyé, on a vu vraiment sur différents GRD qu'on commence à voir une augmentation vraiment de la pression due à toutes ces installations décentralisées, typiquement. D'ailleurs, un petit point sur ces health checks.
Je fais un petit aparté par rapport à une initiative qu'on a lancée parce que comme on en a vu les bénéfices pour les GRD qui ne sont pas encore clients chez nous, donc je sais qu'il y a une petite campagne marketing qui a été lancée pour bénéficier au fait d'un trimestre gratuit par tirage au sort, si je vois bien. Donc ça permet aussi de simplement regarder un petit peu ce qui peut en sortir sur des points du réseau qui peuvent être potentiellement problématiques, ou alors voir un peu le type de tendance ou le type de graphiques et de statistiques qui peuvent sortir. Si on passe, Émilie, donc sur une autre question autour des opérations en fait du réseau, et qu'on regarde la partie gestion de la faute. Attends, je t'interromps juste parce qu'on a une question sur les smart meters, justement, quelqu'un qui nous demande s'il y a des synergies entre les grid eye et les smart meters. Donc, typiquement, oui, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. Donc, on a vraiment souvent la question qui arrive voilà, souvent on a des clients qui nous disent non, mais moi, en fait, j'ai déjà digitalisé mon réseau parce que j'ai installé des smart meters partout. Et pour nous, on le voit un peu différemment. Donc, pour nous, smart meter, c'est une chose. C'est un commencement, bien sûr, ça c'est déjà un grand pas dans la digitalisation parce qu'on apporte énormément de données, mais c'est pas quelque chose généralement c'est pas ce qu'on a, enfin, selon notre point de vue, c'est pas une digitalisation déjà le fait d'installer ces smart meters. La question c'est après, c'est vraiment comment on utilise ces données et comment vraiment on va pouvoir les mettre en pratique à tous les niveaux des opérationnels pour pouvoir vraiment les utiliser et digitaliser complètement les opérations. Et c'est un bon point, c'est-à-dire que sur la vision qu'on en a, en fait, c'est que les données ont besoin d'être récoltées à différents niveaux du réseau. Donc, c'est-à-dire que le smart meter va récolter les données au niveau des utilisateurs finaux. Et on pense qu'il faut aussi donc récolter les données au niveau des transformateurs, parce que quand on commence à faire un cas d'usage qui démarre par le plan de charge au niveau du transformateur, bah, la mesure au transformateur, c'est quand même la donnée qui devient vraiment la référence par rapport à ce qui se passe dans ce réseau de distribution. Donc au niveau du transformateur ou au niveau des cabinets. Mhm. Ouais, typiquement, justement, quand vous parlez euh, des synergies, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille pour pouvoir vraiment utiliser toutes les données qu'on a à disposition, donc les données Grid Eye plus les données Smart Meters, et apporter vraiment plus de détails aux données. Donc, des fois, on a souvent besoin de ces données au niveau du transformateur, et quand on a besoin d'un peu de détails au niveau des consommateurs, l'idée serait de rajouter ces données Smart Meters pour avoir des détails là où on en aurait besoin. Je vois qu'on a une deuxième question, Émilie, Mhm. qui parle au fait donc du monitoring 10 minutes, des événements de qualité de tension, de la détection de fautes, de l'analyse de health check. La question, c'est combien d'appareils différents faut-il utiliser et comment intégrer ceci sur le plan hardware et software. Donc ça, c'est vrai que c'est une question qui est finalement assez complexe. Donc, c'est-à-dire que quand on a toute une diversité d'appareils dans son écosystème et que les appareils communiquent avec de manière différente et surtout ne travaillent pas ensemble, ça demande un certain effort d'intégration au niveau du GRD pour réussir à tout mettre, comment dire, à battre le rythme pour que tout fonctionne ensemble. C'est vrai que nous, côté Depsys, au fait, il y a deux choses qu'on a fait par rapport à ça. La première chose, c'est l'appareil qu'on a, il est capable de faire plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que le même appareil est capable de faire ce monitoring, est capable de faire la qualité de tension, est capable de faire la détection de faute. Donc, ce qui permet que ça facilite au fait l'intégration au niveau du GRD. Par contre, un point sur lequel on est quand même très sensible, c'est l'interopérabilité au fait de cet appareil, hein, et le fait d'éviter d'être bloqué au fait avec ce type d'appareil. Donc c'est pour ça qu'au fait la donnée telle qu'on l'a et telle telle qu'on peut la restituer au niveau du GRD et respecte certains standards et est accessible par API et peut s'inscrire au fait dans un écosystème software qui est du coup
poussés et qui n'utilisent pas que du software côté DeepSys. En particulier, quand on pense à des centres de contrôle qui utilisent beaucoup du SCADA, ça c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus. L'intégration de données de ces gridailles au niveau du SCADA pour permettre au fait d'avoir une expérience complètement immergée des utilisateurs dans le centre de contrôle. Et comme disait Damien, donc nous, notre but, c'est vraiment de simplifier la vie du GRD, donc de ne pas proposer 50 appareils différents. Donc on a vraiment un appareil et avec les données mesurées par cet appareil, on va vraiment essayer de retirer le plus d'utilisation possible de ce même appareil qui sera ensuite envoyé sur une plateforme qui ensuite aura, la plateforme permet d'avoir différentes utilisations. Donc, comme vous disiez, le monitoring, les événements 50-160, la détection de fautes. Ça, c'est des applications différentes sur une plateforme, mais qui sont mesurées par un seul et même appareil. Donc, le but, justement, c'est pas de devoir à chaque fois de venir rajouter un appareil à chaque fois qu'on a besoin d'une utilisation en plus. Et c'est ce qui rend cet appareil intelligent. C'est si je reviens un petit peu sur la partie gestion des fautes, donc parce que j'ai vu que c'était. Ouais, attends, il y a encore une autre question, je ne sais pas si tu l'as vue. Non, j'ai pas vu. On parlait d'utilisation des smart meters pour compléter nos données et quelqu'un dit le GRD ne fournit les données qu'une fois par jour. Donc ça dépend en fait, selon les discussions qu'on a eues, on a eu plusieurs cas d'utilisation. Donc c'est vrai que la plupart des GRD, maintenant, ils reçoivent leurs données smart meters une fois par jour. On en a vu certains qui essayent vraiment de recevoir toutes les 15 minutes, donc d'avoir vraiment cette donnée qui remonte toutes les 15 minutes et à partir de là, de pouvoir utiliser ces données. Ça dépend un peu vraiment du cas d'utilisation qu'on veut en faire. Exactement. Puis on sait qu'on a aussi un cas d'utilisation en fait qui est sur la partie plan de charge. C'est-à-dire que ce plan de charge au fait au niveau du consommateur. Et dans ce cas-là, au fait, on est capable de coupler des données smart meter avec des données grid-eye au fait, donc pour valider le plan de charge, pour voir que la cohérence au fait entre ce qu'on observe sur les différents niveaux, mais aussi d'une certaine manière par rapport. Donc ça, c'est plus une application future qui n'est pas qu'on est en train de valider, mais qui n'est pas encore complètement commerciale. Le fait de réfléchir à comment est-ce que en visualisant le plan de charge en temps réel au niveau du transformateur ou alors des cabines de distribution, on est capable au fait de comprendre quel plan de charge est en train de se réaliser au niveau des consommateurs finaux. Et donc ça aide sur la partie opération, puis forecasting sur du jour suivant ou même visualisation de la journée, sachant que le smart meter n'envoie la donnée qu'une fois par jour. Ouais, alors ça justement, cette limite justement d'envoyer les données une fois par jour, ça nous aide à pouvoir utiliser dans certains cas d'utilisation, donc où on utilise peut-être un peu plus les données historiques. Après, là, vous posez la question de la limite imposée par la loi. Donc, on a plusieurs réflexions avec plusieurs GRD où il y a aussi des discussions avec le client final de remonter les données toutes les 15 minutes. Après, de ce que je sais, on a le droit de remonter des informations si elles sont agrégées entre elles. Donc, on va peut-être pas pouvoir avoir les informations, les données 15 minutes d'un utilisateur final, évidemment, parce que c'est des données qui sont privées. Mais en les agrégeant, on va pouvoir faire quelque chose de ces données. Et ce qu'on peut faire également, c'est aussi communiquer avec les smart meters, mais sans demander des données ou pas, typiquement dans la gestion des défauts. Donc ça, c'est aussi des réflexions qu'on a qui ne sont pas encore quelque chose de commercial, mais on a des réflexions sur, voilà, nous, on a des mesures au niveau du transformateur. Si on voit qu'il y a un défaut, on voit qu'il y a un problème plus bas, on va pouvoir appeler les différents smart meters en leur disant, voilà, est-ce que tu communiques encore ou pas? Donc ça nous permet de contourner toutes ces lois sur les données parce qu'on ne demande pas de données clients, mais on va juste vérifier si un smart meter répond encore et s'il mesure encore quelque chose. Et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus précisément dans notre gestion des défauts, par exemple. Et quand on parle des gestions des défauts, je pense que c'est une bonne transition. Je lisais récemment là, le dernier rapport de l'ELCOM au fait, sur la qualité de tension donc en Suisse. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut voir aussi dans différents pays.
c'est le réseau MT qui impacte le plus le SAIDI, le SAIFI, et en plus une tendance à la hausse. Donc c'est quand même assez intéressant. Enfin, donc, c'est-à-dire que même si la qualité de tension a l'air de stagner et puis reste plutôt bonne, hein, sur l'ensemble de la Suisse, on voit que ça commence vraiment à être le réseau moyenne tension qui met de plus en plus de stress sur les opérations. Oui, effectivement, ouais, c'est parce à des niveaux plus hauts, on a vraiment une très bonne visibilité de la part des GRD. Et là, maintenant, on voit que c'est vraiment au niveau BT et MT qu'on commence à avoir de plus en plus de problèmes. Comme tu disais, là, pour l'instant, on a toujours une bonne qualité de tension, mais on commence à voir ici ou là, souvent, des harmoniques un peu hautes, des, des événements de tension qui sont de plus en plus nombreux sur certains points. Donc, même si on reste dans les limites, on voit quand même cette augmentation petit à petit qui arrive chez les RGRD, due justement à toute cette production décentralisée. Et puis justement, d'avoir ce monitoring au niveau BT et MT, ça nous permet vraiment d'aller pouvoir anticiper ces problèmes à ce niveau-là et d'aller améliorer notre qualité de tension avant que ce soit trop tard et qu'on arrive vraiment Mm. à quelque chose qui soit plus réparable, on va dire. Mm. Ouais, c'est vrai qu'on remarque que finalement, les différents consommateurs s'attendent de plus en plus à ce que l'électricité soit quelque chose qui fonctionne. Donc, c'est-à-dire que c'est enfin, réduire finalement le SAIDI, le SAIFI, c'est un point important. Et, euh, et quelque chose aussi qui est assez intéressant vis-à-vis de la digitalisation et de ces données, puis qu'on peut parler au fait qu'on peut relier au smart meter et puis à l'utilisation de grid eye pour valider les fautes basse tension, c'est que si on se positionne nous en tant que consommateur final, au fait, on pense que c'est nécessaire, enfin on aimerait que le GRD soit au courant dès qu'il y a une panne au niveau de notre réseau. Donc c'est-à-dire que le principe aujourd'hui, quand on n'a pas forcément de visibilité, de dire ah bah j'ai une panne, il faut que j'appelle mon GRD pour lui dire qu'il y a un problème, et puis lui ensuite découvre la panne à ce moment-là. Finalement, on sent un petit peu un changement de comportement vis-à-vis des utilisateurs qui se disent mais au fait il faut que mon GRD soit au courant de ce qui se passe au niveau de la basse tension. Et, mais dans une certaine limite. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi un peu le respect de la vie privée. Donc, on entend parler parfois un peu d'applications de type le GRD a remarqué que notre frigo n'était pas optimal en termes de consommation d'énergie, ou alors que il pourrait nous recommander de lancer notre lave-linge ou notre lave-vaisselle à une certaine heure de la journée, etc. Alors, si on commence à prendre un petit peu ce signal au niveau en tant que consommateur final, au fait, si on commence à recevoir un petit peu ces informations par rapport à ces signaux qui ont été analysés par des intelligences artificielles des GRD, c'est vrai que ça pose un petit peu certaines questions vis-à-vis de la vie privée. Par contre, ça paraît complètement logique d'avoir un certain rapport au fait qui disent bon bah voilà l'utilisation de votre électricité au travers de la journée. Et puis ensuite, c'est à l'utilisateur final de comprendre quelles sont les différentes étapes pour réussir à améliorer sa consommation d'énergie. Donc ça, c'est vraiment sur cette partie faute, au fait, c'est vraiment ce qu'on attend de la part du GRD, au fait, donc la détection des fautes basse tension. Oui, c'est vrai que là, maintenant, dans un monde digitalisé, c'est vrai que pour l'utilisateur final, il s'attend à ce que dès qu'il a une panne, ce soit automatiquement détecté. Il s'attend pas, on se rend pas vraiment compte en tant qu'utilisateur final qu'on doit encore aller, ben voilà, appeler, prendre le téléphone, aller appeler, aller dire qu'il y a un défaut. Parce qu'on est tellement habitué à avoir de la surinformation partout et de la digitalisation partout qu'on se rend pas compte que ça, c'est quelque chose qui n'existe pas encore forcément chez tous les GRD. Mm. D'ailleurs, en discutant un peu cette partie digitalisation, on peut réfléchir aussi à tout l'aspect qui est derrière le digital twin. Donc, c'est-à-dire que voir un petit peu de manière donc virtuelle, digitale, un reflet exact de ce qui se passe au niveau du réseau. Il y a pareil une statistique qui est intéressante de la part d'Accenture au fait qui montre que 85% des C-level, donc là on parle de toutes les entreprises, on ne parle pas que des GRD, mais pensent que le digital twin est en train de devenir essentiel à leur organisation pour collaborer dans des écosystèmes de partenariat. Et donc ça, c'est un point qui est intéressant parce que quand on réfléchit un petit peu entre la coordination entre le GRD et puis le réseau de transport,
ou entre les différents GRD, au fait, on se rend compte que finalement, cette digitalisation, ce digital twin a beaucoup de potentiel pour réussir à améliorer l'organisation et les opérations. Mhm. Et donc, oui, pour résumer, donc vraiment, comme on a dit tout à l'heure, pour nous, ce qu'on pense qui est important, c'est vraiment avoir de la donnée, c'est bien, mais c'est vraiment important de réfléchir à comment on l'utilise et d'utiliser de manière intelligente. Parce que sinon, on se retrouve vite à avoir énormément de données qui nous demandent énormément de ressources pour les gérer et qui nous apportent pas forcément de la plus-value. Donc, c'est vraiment de planifier à l'avance et de savoir comment utiliser ces données et d'avoir des données les plus clean possibles, on va dire, pour pouvoir ensuite les utiliser à tous les niveaux du GRD et à tous les niveaux opérationnels. Et c'est ça qui va vraiment apporter un changement et simplifier les opérations au niveau du GRD. Merci beaucoup, Émilie, hein, pour cette discussion. Merci Damien. Merci pour le partage de ce café. Et puis, c'est toujours un plaisir de discuter ensemble. Oui, mais merci beaucoup à tous les gens qui ont suivi ce Depsys Café. Voilà, très bien. Et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Voilà. Au revoir. Au revoir.